messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous dans cette tribune pour le changement des mentalités. Nous voulons nous intéresser aujourd'hui à quel type de Congolais nous formons dans notre pays. Cela à travers notre système éducatif. Pour en parler avec nous, nous avons bien sûr Alain Monet, notre analyste à Pourvoir Clair. Bonjour Alain. Bonjour Marie-Madeleine. Nous avons également avec nous Madame Béatrice Makaya. Bonjour Madame Béatrice. Bonjour madame. Madame Béatrice Makaya est chef de section adjointe au centre de recherche de l'ISP Gombe, CRECEDIP. Elle est aussi enseignante au département de géographie et gestion de l'environnement. C'est avec eux que nous allons nous questionner, parce que quand nous regardons ce que sont nos enfants, quand nous regardons ce que sont nos étudiants aujourd'hui, nous nous demandons est-ce que c'est dans le bon, est-ce que c'est pas dans le bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que nous devrions faire pour améliorer ce qui ne marche pas. C'est tout cela que nous allons brosser aujourd'hui. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, nous nous rendons à l'ISP Gombe, cette institution qui forme les enseignants de l'école primaire et secondaire. Et là, nous allons y rencontrer deux personnes qui vont nous en dire long sur l'enseignement en RDC. La République démocratique du Congo est aujourd'hui à la croisée des chemins. L'enseignement, secteur clé pour le développement de tout pays, doit être repensé. En effet, il n'est pas risqué d'affirmer que notre système éducatif, conçu depuis des décennies, avant et après l'indépendance, paraît aujourd'hui désaxé, désarticulé et déphasé. Tout dépend, parce que tout part de l'époque coloniale, tout part même de l'État indépendant du Congo. Jusqu'à ce jour, on a connu des réformes sous plusieurs aspects. Il y a des réformes de manière générale, il y a des réformes partielles qu'on a connues dans ces pays. Aux États généraux de l'éducation, c'était aussi un moment, ça fait aussi un moment important pour réformer notre système éducatif. Donc, en tout cas, il y a eu beaucoup d'étapes que je ne saurais pas tout relater maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Mais on a connu des moments de réformes générales et des réformes partielles dans différents secteurs. Dans son fonctionnement actuel, le système éducatif congolais en appelle à un examen conséquent par rapport à ses objectifs, à ses méthodes et techniques, ainsi qu'au contexte socio-affectif. Je me souviens qu'en 2005, on a réformé les programmes de formation psychologique des enseignants du secondaire, n'est-ce pas? Simplement parce qu'on a trouvé que l'ancien programme qui existait était un programme un peu plus massif, un programme qui privilégiait la mémorisation. Alors il était important qu'on puisse changer pour que les enseignants en formation puissent avoir la capacité de faire le transfert des concepts psychologiques dans la gestion du processus d'enseignement-apprentissage avec méthodologie, avec une base solide tirée de la psychologie. D'où la réforme de ces programmes-là. C'est ces programmes qui existent jusqu'à ce jour qu'on est en train d'appliquer au niveau de la formation psychologique des enseignants du secondaire. Il s'avère donc important que les professionnels de l'enseignement et les décideurs politiques s'accordent sur les principes d'une renaissance de l'école congolaise. Il suffit de jeter un regard sur la qualité de notre produit aujourd'hui, le produit de l'enseignement, pour déduire ce qu'est le système éducatif dans notre pays. Bien entendu, les efforts sont en train d'être multipliés pour le renforcement, mais le plus souvent, nous avons constaté que les efforts sont déployés de plus en plus dans la création d'écoles. Il y a une multiplicité de nombre d'écoles. Dans l'ouverture des portes de ces écoles aux enfants, nous avons eu plusieurs programmes avec le ministère de l'enseignement primaire secondaire,
aussi avec des partenaires, tous les enfants à l'école, toutes les filles à l'école. Il y a eu un programme il y a quelques années, toujours à ce ministère-là, de construction d'écoles. Les infrastructures sont en train d'être montées, mais ça c'est sur le plan de la quantité. Quant à la qualité, nous disons qu'il y a encore beaucoup à faire. La reconstitution et la requalification du corps enseignant, ainsi que la formation continue et l'adaptation des supports didactiques. Est-ce que les systèmes éducatifs, est-ce que les programmes correspondent aux besoins? Moi je dirais non. Je dirais non, les programmes ne correspondent plus aux besoins, parce qu'on crée aujourd'hui les écoles pour le plaisir. Ça veut dire que l'État aurait déjà jaugé les besoins de la société, et c'est en guise de cela qu'on devrait former, parce que quel type d'homme est formé pour quels besoins réels qui se posent dans la société. Commençons par l'amélioration des conditions salariales et de travail de l'enseignant. Parce que s'il n'y a pas de moyens conséquents, et pour les enseignants, et pour les infrastructures, les matériels, les bibliothèques, on aura dit tout ce qu'on voudra, on ne pourra jamais. Nous venons de suivre là des experts dans le domaine de l'enseignement. Et il y a certaines questions qui relèvent de ce reportage que nous venons de suivre. Madame Makaya, vous avez certainement suivi avec beaucoup d'attention, ainsi que Alain Monet. J'aimerais que nous puissions réagir à ce que nous venons d'écouter. Commençons par l'appréciation. Quelle est votre appréciation à vous de notre système éducatif? Merci Madame Marie-Madeleine. Le système éducatif de notre pays vient d'être décortiqué en partie par les deux collègues qui sont passés. Je les rejoins en termes de réforme et en termes de besoins. Notre système éducatif est un système hérité de la colonisation. Et les colonisateurs, pour monter ce système éducatif, avaient fait un travail de titan, un travail de besoins. À l'époque, le premier besoin, c'était produire dans le pays des cadres moyens dans tous les secteurs, et on les appelait les clercs, les kalaki, que nos parents avaient, comme nos parents les avaient appelés à l'époque. Et de ces clercs, on est passé aux besoins du cadre supérieur. Mais les colonisateurs n'avaient pas négligé les métiers, la classe moyenne. C'est là où je rejoins justement l'un des intervenants, M. Fita, qui a parlé de réformes. Et on a connu 2, 3, 4 réformes dans notre système éducatif. Et aujourd'hui, je pense que là où nous sommes arrivés, nous nous écartons un peu des besoins réels du pays. Et je rejoins Madame José qui a parlé des besoins. Dans un système éducatif, lorsque on enseigne, on vise le produit fini. Ces produits finis doivent être consommés par la société en fonction des besoins. Regardons ce qui se passe dans notre pays. Madame l'a bien dit, les écoles pullulent, les universités pullulent, les instituts supérieurs pullulent, mais pour être consommés où et par qui? Et quels sont les besoins réels? Les besoins réels aujourd'hui du pays, le pays a besoin du cadre moyen qualifié pour résoudre les besoins immédiats. Je prends par exemple dans la construction, on a vraiment il y a un boom immobilier dans le pays, mais nous savons que les maçons qualifiés, ils sont rares. Il y a dans les infrastructures, nous signons des contrats, je prends l'exemple actuel, nous signons des contrats dans le cadre du contrat chinois, des 5 chantiers, mais regardez la main d'œuvre qui est dans les différents chantiers. Il y a même les manœuvres, il y a même des ouvriers expatriés. Ça, c'est vraiment le questionnement dans notre système éducatif. Vraiment en RDC, on n'a pas des ouvriers maçons, on n'a pas des contremaîtres, on n'en a pas. Les écoles des agents voyés, ça forme qui? Est-ce qu'il y en a encore? Les instituts techniques de Makala, de Njili, allons-y, à Limité,
telle que l'école que je connaissais très bien, à Limité Mombele, école des techniciens. Tout le monde veut aller à l'ISTA comme technicien, tout le monde veut aller à l'université de Kinshasa comme ingénieur civil, tout le monde, même les couturières, tout le monde veut finir à l'ISAM comme licencié en coupe et couture. Je prends le domaine que je connais le mieux, l'enseignement. Eh bien, le D4, le D6, l'enseignant qualifié de l'école primaire, il deviendra rare. Parce que dès qu'on finit comme D6 pédagogie, eh bien, on regarde à l'université, on regarde au supérieur. Je l'ai dit, je pense que comme experte de l'éducation, les autres experts ont parlé avant moi, il y a un sérieux problème de réforme pour résoudre les besoins réels de notre pays. Oui, Madame Makaya, quand vous avez parlé d'un sérieux problème de réforme, vous avez fait allusion notamment à la qualité du produit qui sort de notre système éducatif. Mais est-ce que, si dans les projets de construction, on fait référence ou on appelle les manœuvres expatriées, est-ce que ce n'est pas plutôt lié au fait qu'on est en train de négliger la main-d'œuvre locale, qui existe pourtant, et parce qu'on a ça et là, à Bumbu par exemple, on a encore des écoles qui produisent quelques maçons, mais aussi il y a un problème de débouché. Parce que pour ceux qui terminaient il y a 30, 40 ans, après son diplôme de D4, il est enseignant, mais sa vie de jeune enseignant lui permet d'avoir une famille et de subvenir aux besoins de cette famille. Est-ce que ce n'est pas aussi, j'allais dire, l'amincissement des débouchés ou la diminution des débouchés possibles qui pousse les gens à cultiver ce mythe du diplôme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous devrons rentrer dans les contenus de nos programmes. J'ai pris l'exemple qui est le plus visible au niveau de la ville de Kinshasa dans le domaine de construction et dans le domaine des infrastructures, parce que le produit fini doit être compétitif. Compétitif par rapport à la technologie nouvelle, par rapport à tout ce qui se passe de moderne, de modernisation. C'est pour cela qu'on recourt à la main-d'œuvre expatriée, même des manœuvres. Pourquoi je le dis? Je prends l'exemple, un petit exemple. Je travaillais avec un ingénieur qui était dans le chantier et on devrait faire passer le test pour engager les manœuvres. Et les manœuvres RD congolais qui arrivaient, c'est à peine s'ils reconnaissaient le matériel que les Chinois avaient sur terrain. Et le manœuvre chinois, il vient, il a un niveau d'études bas, mais il a été formé, c'est un technicien. D'où je rejoins mes prédécesseurs qui ont parlé dans les interviews, les contenus de nos programmes pour être adaptés et que le produit fini soit compétitif. Oui. C'est ça qui nous manque. Oui, Madame Makaya, puisque vous êtes aussi membre du centre de recherche pédagogique ou de didactique de l'ISP, qui est un institut qui forme en fait des enseignants du secondaire, je voudrais savoir un peu, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la réforme des programmes, par rapport à la réforme des cours, à l'adaptation des cours? Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir nos élèves, les Congolais, à qui on oblige d'avoir par cœur la géographie de tous les États européens. C'est le programme de la deuxième année CO, en géographie, si je me trompe. Tous les pays européens, vous les avez par cœur, et on met des points, et chaque élève doit reconnaître la ville qui se trouve à l'un ou l'autre point. Est-ce que, à votre niveau, en tant que membre du centre de didactique, n'est-il pas possible d'initier, bon, je sais que ça ne dépend pas complètement ou seulement de vous, mais d'initier des réformes et des adaptations par rapport à notre contexte? Je voudrais rebondir sur cela en disant que il y a des réformes à initier, mais nous n'oublions pas que Madame a dit qu'il y a eu au moins 4 réformes. Ça veut dire que ces 4 réformes, quelque part, elles ont tenu compte d'un certain besoin qu'il fallait à notre société. S'il y a eu ces réformes, pourquoi ça ne donne pas les résultats escomptés? Et si vous pouvez lier tout cela et nous expliquer un peu. Merci beaucoup. Pourquoi il y a cette inadéquation entre les réformes initiées et le résultat final?
Je pense que le premier problème, comme nous l'avons dit, les réformes, ce n'est pas de la compétence des enseignants ni des établissements. Mais les innovations, c'est de la compétence de tout enseignant, de tout expert de l'éducation qui doit commencer lui-même par se former. Ce qu'il y a, c'est que les réformes, il y en a eu, mais la plupart des réformes sont des réformes imposées. Imposées avec calcage, au lieu que ce soit des réformes qui partent de la remise en question de la société congolaise. Madame, s'il vous plaît. C'est ainsi que vous voyez le résultat auquel on aboutit, c'est une inadéquation. L'exemple est typique. Toutes les réformes n'ont pas tenu compte de la formation d'une classe moyenne, c'est-à-dire valoriser le métier. Mais madame, les réformes sont allées vers les études. S'il vous plaît, madame, quand classiques. il y a eu les états généraux de l'éducation, tout le monde a été, du moins ceux qui exercent dans le secteur de l'éducation, ils ont été consultés pour qu'ils puissent donner leur avis. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez d'un système ou des réformes qui auraient été imposées. Et puis, Marie-Madeleine, peut-être pour ajouter un petit rien, et puis cela a même abouti à une loi cadre, à la promulgation d'une loi cadre en 2014, qui, dans son liminaire, semble avoir tenu compte des impératifs actuels de notre société. Oui, c'est là, à première vue, c'est cela. Mais dès l'application de tout cet arsenal juridique, de toutes ces lois et même du plan intérimaire de l'éducation, aussitôt appliqué, aussitôt les voix s'élèvent, aussitôt les critiques commencent. C'est là où je constate, ça c'est mon avis, que c'est de l'imposition, c'est du calcage. Si ça partait réellement d'un état des lieux approfondi, aujourd'hui, nous ne serons pas là où nous sommes avec l'amoindrissement des options des métiers au profit des options classiques et universitaires. Et on les vit, il y a de moins en moins des infirmiers qualifiés, de plus en plus des médecins, de plus en plus de grandes écoles de médecine, de moins en moins des techniciens qualifiés, de plus en plus des écoles de formation des ingénieurs. C'est là où je réponds à l'une des préoccupations par rapport aux réformes. Les réformes sont là, mais il appartient maintenant à tous les professionnels de l'éducation d'innover, d'ajouter un peu de sien. Et pour innover, il faut également une mise à niveau de ces mêmes experts du corps enseignant, parce que ceux qui aujourd'hui sont à la base des réformes font partie de l'ancienne école. Une ancienne école qui aujourd'hui est en train d'être dépassée par le modernisme actuel. D'où la nécessité de penser aussi à la formation des formateurs. C'est à quoi l'ISP Gombe s'attelle à travers son centre de recherche pour que les formateurs soient à la page et puissent produire du résultat escompté avec l'intégration de tout ce que nous avons comme donne actuelle. C'est comme cela que nous pourrons arriver à une adéquation entre notre système éducatif et les besoins réels du pays. Je voudrais aussi recueillir votre avis par rapport à une innovation qu'on pourrait insérer, tiens, parce que M. Fita nous disait que parmi les difficultés que les enseignants rencontrent, c'est le fait que les enfants, les étudiants, les élèves ont du mal à s'exprimer en français et ils ont du mal à comprendre les leçons qu'ils reçoivent en français. Alors, est-ce qu'on devrait aller vers un enseignement dans nos langues nationales? Ça veut dire enseigner l'histoire, la géographie, les mathématiques, tout cela dans nos langues nationales. Est-ce que cela pourrait être une innovation à insérer? En partie, je peux dire oui, en partie, parce que je rentre dans l'histoire de notre éducation. Les colonisateurs avaient commencé par là, même si ce n'était pas généralisé à toutes les matières, mais vous vous rappellerez que nos 4 langues nationales étaient d'usage dans le système éducatif. Et aujourd'hui, les linguistes nous disent l'importance, c'est de ne pas enseigner
c'est de ne pas enseigner les sciences en langue nationale, mais c'est plutôt de promouvoir les 4 langues nationales dans l'espace congolais. Exemple typique que les linguistes avancent pour pouvoir aider l'enfant congolais. Exemple typique, ils disent l'espace où on parle Kikongo, on impose les 3 autres langues, ainsi de suite. L'espace où on parle Tsholuba, et là les linguistes visent plutôt la cohésion nationale. Vous parlez de la transmission du savoir. Alors je dirais qu'en partie oui, mais lorsque je vois dans l'histoire de notre système éducatif pourquoi on a abandonné cette expérience, je pars en Tanzanie ou également et au Kenya, où également ils avaient commencé, ils continuent, mais à un certain niveau, c'est l'anglais, ce sont les langues étrangères qui prédominent. Sûrement il y a une petite difficulté. Là je suis vraiment limité, les linguistes seront les mieux placés pour répondre à cela, si vraiment il y a nécessité de transmission du savoir avec les langues nationales à l'image du Japon et de la Chine. D'accord, madame. Vous avez parlé de la formation des encadreurs des enfants. Justement, écoutons des étudiants que vous formez à l'ISP Gombe. Voyons voir ce qu'ils vont nous dire de leur formation. D'abord, il y a les professeurs qui ne sont pas réguliers. Comme dans ma salle, on n'a pas de micro. Donc comme je me mets souvent derrière, j'ai du mal à capter un peu les leçons et tout. Et puis quand on dit au professeur, on peut avoir une récapitulation, quelque chose comme ça. Le professeur refuse. Il nous dit genre, allez voir dans les supports. Les supports c'est genre 11 000, quelque chose comme ça. On nous oblige à acheter des supports. Moi, à la fin de mes études, je préfère devenir hôtesse ou peut-être guide touristique, mais ça dépend, on ne sait jamais. Peut-être que si je finis, je pourrais finir enseignante ou, je sais pas, travailler dans un restaurant, serveuse. Travailler dans l'enseignement aussi? Oui, pourquoi pas. Peut-être si on me dit, va enseigner à Fatima, je vais d'abord dire, bon, ça va me permettre de me spécialiser et puis de voir un peu mon niveau, quoi. Voir ce que j'ai pu, comment dire, assimiler à l'ISP Gombe, si je suis bonne ou mauvaise. Donc, connaître un peu mes difficultés. Mais je ne vise pas vraiment à devenir enseignante, mais je me dis souvent que ça pouvait être genre comme une seconde main. Les conditions dans lesquelles nous étudions, l'aération et tout ça, et nous voyons aussi la réussite aussi. Parce qu'il y a la réussite qui est conditionnée, donc cette fléau-là n'est pas encore terminée. C'est-à-dire qu'il y a certains cours pour réussir, ça demande, il faut acheter syllabus, ça demande, il faut beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, je peux travailler dans ce monde-là. Est-ce que c'est la première des choses à laquelle tu penses ou Je vois aussi, la pédagogie va aussi me permettre de pouvoir parler devant les gens. Parce qu'il y a certains étudiants qui ont fait des options dans lesquelles ils n'ont pas pu exercer des stages pédagogiques. Et ici à l'ISP, j'aurai cette occasion de pouvoir parler devant les gens, en commençant à voir par des élèves et enlever la frousse de pouvoir pas parler. Nous venons de suivre l'expression de nos étudiants qui sont formés à l'ISP Gombe. Tout de suite, Madame Makaya, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous réagissez à ce que vos étudiants disent? Merci, Marie-Madeleine. J'ai retenu deux choses importantes dans ce que nos étudiants et nos étudiantes ont dit. La première des choses, c'est s'agissant de la qualité de la formation. La qualité de la formation pose problème. Ils ont plus tablé sur les conditions dans lesquelles ils étudient, mais aussi ils ont brossé selon eux ce que doit être l'enseignant modèle. Ponctuel, compétent, et c'est pas celui qui vend son syllabus. Là, il y a
un sérieux problème d'enseignants modèles et des conditions dans lesquelles les étudiants travaillent. Deuxième aspect, c'est l'aspect profession enseignante. Ils sont à l'ISP Gombe, Institut supérieur pédagogique. Tout celui qui s'inscrit, c'est pour sortir de là, licencié et gradué en pédagogie appliquée, mais voilà que c'est la seconde préoccupation. Ça nous ramène à un sérieux problème de repenser notre système éducatif en RDC par rapport au type d'hommes à former. C'est par ces propos que nous allons conclure l'émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé du système éducatif congolais. Nous allons continuer à aborder ce sujet dans une prochaine émission. Nous vous disons un grand merci, Madame Makaya, d'avoir répondu à notre invitation. Alain Monet, merci pour votre participation très enrichissante. Merci, Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons encore vous avoir avec nous pour la prochaine émission. Portez-vous bien.